Belle vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je fête pour mettre des couleurs dans mes jours. Belle vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je fête pour mettre des couleurs dans mes jours. Des coups de cœur, coups de cœur, le vie c'est bien toujours le bonheur. Et si enfin j'arrive à mes fins, plus rien de triste ne m'atteint. Belle vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je fête pour mettre des couleurs dans mes jours. Bonjour, bienvenue dans Ma Joie de Vivre numéro 6. Nous avons le bonheur d'accueillir aujourd'hui Philippe Gesland. Bonjour Philippe. Bonjour Kaïlia. Alors Philippe, vous êtes entraîneur de natation. On peut dire sans conteste que vous avez une carrière derrière vous, mais aussi encore devant vous, bien remplie, riche de relations, riche d'expériences et de leçons aussi, puisque on le verra dans l'émission, eh bien vous êtes passé par des phases d'entraînement entre guillemets Formule 1 comme vous le dites vous-même, et jusqu'à aujourd'hui où vous entraînez donc les Masters, on reviendra sur cette expression bien évidemment, et aussi des adultes qui sont simplement en recherche de bien-être par la natation, par vos programmes d'entraînement. Donc vous êtes vraiment un acteur du bien-être des personnes, je crois, on pourra le dire. Hein. Un acteur du quotidien, effectivement. Alors Philippe, comment tout ça a commencé? Comment vous vous êtes mis à l'eau? Comment s'est faite la rencontre avec la natation? La rencontre en natation, ça a été une chose tout à fait presque naturelle, je dirais. J'habitais une petite ville de province. Oui. Et il y avait une piscine. Bon, puis dans les années 60, personne ne s'occupait de nous. Et donc, on était un peu livrés à nous-mêmes. On allait donc dans cette piscine. Oui. Voilà. Et donc, j'ai appris à nager dans cette piscine, dans la piscine dans laquelle de la ville où j'habitais. Oui. Et voilà, j'ai trouvé que l'eau était très agréable, que l'ambiance était sympa. Mais jusqu'à présent, il n'y avait rien qui déterminait un choix de la natation par rapport à un autre sport. Un dimanche matin après la messe, parce qu'à l'époque on allait à la messe. Un dimanche matin après la messe, donc je vais à la piscine, parce que c'était sur le trajet de l'église à chez moi, et qu'est-ce que je vois? Je vois un entraîneur avec un nageur, un seul nageur dans le bassin, qui monopolisait le bassin. Alors là j'étais subjugué, car je trouvais que ce nageur nageait merveilleusement bien. Et puis quelqu'un qui s'occupait de quelqu'un d'autre, ça m'avait vraiment interpellé dans ma tête de gamin. J'avais à peu près 12 ans, 11 ans. Ouais. Et j'avais trouvé que c'était merveilleux, que la personne qui s'occupait de l'autre avec tellement d'intérêt, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis le pratiquant qui écoutait avec une assiduité terrible on va dire son mentor presque, eh bien j'avais été vraiment très interpellé par cet événement. Et donc, en plus de ça, il nageait très bien, il nageait vite, et on n'avait pas l'habitude à l'époque d'une vitesse de nage, d'une pratique un petit peu sportive. Ouais. Hein, la natation, ça se bornait à une pratique tout à fait Presque ludique, on pourrait dire. Ouais, ludique, très 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 approximative. Quand on savait nager, c'était déjà un exploit. Alors nager un petit peu, c'était le surexploit, mais alors quelqu'un qui nageait le crawl, qui faisait des culbutes, etc., et c'était extraordinaire. Ouais. Donc là, j'étais reparti avec dans la tête, ça m'avait frappé, ça m'avait touché. Donc voilà, ça a été donc le premier émoi par rapport à ce sport merveilleux. Ouais. Ensuite de ça, je m'étais posé la question, mais je me dis tiens, ça m'intéresserait quand même de pratiquer à un autre niveau qu'une pratique que de nageoter, on peut dire ça comme ça. Ouais. Toujours parce que cette histoire d'entraîneur m'avait interpellé, ça m'avait touché. Et puis donc je me suis adressé à un club parisien. Bon, on nageait une fois par semaine. C'est très difficile de nager à Paris. Ouais. Et voilà, ça s'était passé comme ça pendant l'année. On faisait une petite heure par semaine. Le gars il s'occupait plus ou moins de nous, mais on était contents. Voilà, on était contents. On s'occupait de nous déjà à l'époque, c'était merveilleux. Ouais.
Je me suis inscrit au club local parce qu'on passait nos vacances chez mon père. Mon père était dans la ville que je citais tout à l'heure, La Ferté-Bernard dans la Sarthe. Et donc, je m'inscris au club et donc l'entraîneur que j'avais vu opérer sur la personne vient me voir, me dit voilà, bon ben, on va passer un test. Je passe ce test, il était satisfaisant, et puis petit à petit, bon ben, les choses ont évolué. Ouais. Et puis, il s'est trouvé que j'ai eu quelques petits résultats. Et bon, voilà, j'avais le regard positif des autres, presque admiratif, mais pas encore. Voilà. Enfin, c'était un tout petit niveau, hein. Ouais. Mais j'étais très content, parce que bon, à l'époque, j'étais chez les jésuites, et on n'avait pas l'habitude que quelqu'un soit sympa avec vous donne des conseils, et puis voilà, puis c'était merveilleux, puis il y avait la dynamique de groupe. Oui. Cette dynamique de groupe faisait que, bon, ben voilà, on était très content de venir dans ce lieu, d'être au contact de gens sympathiques, avec des copains qui étaient aussi contents de nager, et puis voilà, on faisait des petites compétitions départementales, et puis c'était merveilleux. Et puis il y a le contact avec l'eau peut-être. Alors le contact avec l'eau, c'est venu un petit peu après, parce qu'au départ c'est quand même de la souffrance. Hein, quand on fait de l'entraînement, il y a le plaisir d'être dans l'eau, parce que souvent on a chaud, on dit tiens, on va se rafraîchir. Hein, et puis bon, alors après le contact avec l'eau, c'est quelque chose qui vient un petit peu après. Enfin, en ce qui me concerne moi, je l'ai senti. On a amélioré ma technique, j'ai senti cette caresse de l'eau, se laisser porter, on va dire cette aisance. Il fallait, bon, au départ c'était quand même un petit peu laborieux, c'était besogneux, c'est un sport besogneux, hein, attention, hein. C'est pas ce qu'on Oui, croit, je crois qu'on y reviendra effectivement. C'est un sport de besogneux, mais enfin il y avait comme ce plaisir, puis il faisait beau, il faisait chaud, puis les jeunes filles vous regardaient, et donc c'était tout à fait facteur favorisant pour pouvoir essayer de se montrer un petit peu. Voilà. Et oui, parce qu'on est en maillot de bain. On est en maillot de bain, ça aussi. On est jeune, on est beau. Voilà. On est bronzé, on est beau à la piscine. Et on espère trouver l'âme sœur. Déjà à 14 ans. Grande carrière. Grande carrière, Donc voilà, il y a eu toute cette rencontre avec la natation, pas forcément évidente, hein, mais finalement... c'est le hasard de la vie, on va dire c'est un hasard. Il n'y a pas eu de choix en fait. Il n'y a pas eu de choix, j'ai choisi entre l'athlétisme, la gymnastique, ou le cyclisme, ou n'importe quoi. Naturellement, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait que bon, il y avait une piscine, les gens étaient sympas, il y avait un entraîneur, et puis le groupe était sympa. Puis la compétition, c'était quelque chose qui motivait. C'était quelque chose qui était incitateur à une pratique régulière. Tout ça a fait que le regard un petit peu admiratif des uns des autres, c'est favorisant pour pouvoir se dire tiens, je vais un peu plus loin et je me fais plaisir. Alors justement, ce plaisir, ça a été quoi? Alors ce plaisir, ça a été tout cet ensemble de relationnel, de contact avec l'eau, de résultats positifs. Alors, j'en avais pas beaucoup à l'époque. Tout ça a fait que bon voilà, c'était une famille. J'ai retrouvé une deuxième famille, et puis on passait du temps, puis il y avait des souvenirs, et puis il y avait du stress. Avant une compétition, il y a du stress. Les premières compétitions, on est presque comme quelqu'un qui va monter sur les planches dans un théâtre. On a peur, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais réagir, et puis résultat est bon ou pas bon. S'il est bon, c'est le nirvana. S'il est pas bon, c'est l'enfer. C'est quelque chose de difficile à vivre quand les résultats ne sont pas ce qu'ils étaient. Et puis on a fait des petits championnats départementaux où là j'ai eu des résultats et là ça a été le nirvana pendant moins de 8 jours. Maintenant on en rigole parce que quand je compare les résultats que j'avais avec ce que j'ai eu par la suite. Ce que vous voyez, mais ça fait rien. C'est porteur finalement. Ça a été dynamisant pour la suite. Oui, voilà. Tout à fait. C'est ce qui a fait que par la suite je suis mis dans cette perspective d'entraînement, c'était une vocation en fait. Ça a été une vocation, pas tout de suite parce que j'étais pratiquant, c'est venu après. Et quel a été le moment du déclic justement de la vocation? Alors le déclic c'est pareil, ça a été une suite d'événements. J'ai passé le diplôme de maître nageur. Bon, voilà, parce que c'était le passage obligé. Donc ce diplôme de maître nageur, mais je ne trouvais pas vraiment mon compte, parce qu'en fait, maître nageur, d'accord, je l'entraînais, je m'occupais des scolaires, je donnais des leçons particulières,
Et puis il y avait ce côté sécurité qui ne me plaisait pas trop, donc j'avais comme objectif de faire autre chose que maître nageur, ce qui est un métier tout à fait honorable, mais qui ne me satisfaisait pas sur le plan recherche de l'entraînement, contact avec le pratiquant, et puis motivation par rapport à une performance, puisque quel est l'itinéraire que le ventre prend pour arriver à cette performance. C'est ça qui est intéressant plus que la performance en elle-même. Oui, tout à fait. Voilà. Donc on différencie bien. Donc le maître nageur donne des cours, il apprend à nager. Alors le maître nageur, c'est une personne c'est un généraliste. C'est un généraliste de la natation qui est capable de s'occuper des scolaires, qui assure la sécurité dans les établissements de bains publics ou sur les plages, qui s'occupe de gymnastique aquatique, qui fait des activités de la natation, les bébés nageurs, les futures mamans, etc., etc. Et puis l'entraîneur, alors donc pour avoir le diplôme d'entraîneur, il faut être maître nageur d'abord. Oui. Hein, et ensuite de ça, il y a toute une formation qui est longue pour pouvoir devenir entraîneur. Et ça, c'est très intéressant, ça touche pas mal de domaines, hein. Le physiologique, la mécanique du mouvement, ça touche la sociologie, ça touche tellement de domaines, c'est à l'infini. On travaille sur l'homme, donc c'est très long, c'est très complexe. Et ça aboutit à donc des programmes qui sont donc sur mesure. Le programme n'est pas là, j'ai donc passé, oui, c'est bien plus long que ça. Donc je suis maître nageur, je me suis dit, bon, je vais pas rester comme ça, j'aspire à autre chose, et donc je m'inscris à des formations d'entraîneurs. Hein, donc il y avait toute une formation qui est assez longue, hein, puisqu'elle demande au moins à peu près 3 ou 4 ans. Si on est motivé, si on a envie, et si vraiment on travaille dessus, ce qui n'est pas rien. Et donc, les premières années, je veux dire, quand j'étais maître nageur, je vais donc passer ces différentes formations. Ça a demandé à peu près 3 ans. Et le hasard a fait que justement j'étais maître nageur dans la piscine où j'avais appris à nager, où j'avais vu la personne dont je parlais tout à l'heure. Et c'était on faisait des saisons à l'époque. C'était des saisons. On travaillait comme ça l'été. Hein, on faisait des saisons, on était au soleil, tout allait bien, on se cassait pas la tête, c'était merveilleux. Et comme j'avais peur de m'ennuyer pendant justement la surveillance, eh bien j'entraînais le club. Je m'étais proposé pour entraîner le club local. Donc je faisais 2 séries. Hein. Je faisais une première série à 15h, 16h30, 16h30, 18h30 et après j'enchaînais avec les leçons. Parce que ça me plaisait, mais c'était pas une corvée, c'était un plaisir que de voir évoluer les élèves qui me faisaient confiance. Hein. Et vraiment ça a été mes premiers contacts avec l'entraînement, où j'ai expérimenté ce que j'avais connu, un vécu de nageur, et j'ai expérimenté ce que j'avais vu dans les cours de première année de formation d'entraîneur. Et puis ça a marché, alors là c'était l'euphorie. Hein, je ne lâchais pas mes nageurs Quand quelqu'un faisait par exemple 800 mètres, j'en faisais 800, quand il faisait 1500 mètres, je faisais 1500 mètres. Vraiment c'était une passion. La passion est arrivée à ce moment-là. J'avais un élève particulièrement sérieux, qui venait 2 fois par jour, et puis on sentait qu'il avait la fibre de la natation. Et puis donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à accrocher à l'entraînement. Donc ça c'était à la Ferté-Bernard. Je travaillais de concert à Boulogne, parce qu'à Boulogne je faisais Boulogne-Billancourt. Voilà. Je faisais les scolaires et par la suite j'ai fait de l'entraînement. Je faisais les 2 choses. Voilà. Et donc, à partir de 75, j'ai donc intégré le club de l'AC Boulogne-Billancourt, qui était 850e club français à l'époque. On était dans les tréfonds du classement, on n'existait pas. On avait vraiment des patouilleurs, des patouilleurs 2 fois par semaine, et puis voilà. Et l'aventure a vraiment commencé à ce moment-là. Voilà. Donc j'ai continué les formations nécessaires pour pouvoir prétendre à avoir un minimum requis pour pouvoir prétendre obtenir des résultats, car ça marche comme ça. Hein. Et là, le résultat en natation, il n'y a pas d'histoire à se raconter. On peut dire en tennis que l'adversaire était comme ci, comme ça, que le vent, que le cours couvert, cours découvert. Là, en natation, c'est toujours même heure, de distance D, jour H, seconde S. Il n'y a pas à se raconter d'histoire, c'est la même température d'eau, la même distance, au centimètre près, tout est identique. Donc là, on est bon, on est un héros, ou on est un bon à rien. Et là, c'est le chrono qui détermine. Il n'y a que soi, finalement, là, on est tout seul. Il n'y a que soi, et il y a soi avec l'élève qui nous a fait confiance, et qui a fait ce qu'on lui demandait, hein, qui s'est attaché à vraiment appliquer toutes les consignes
qui ont été, bon, pas encore dans les années 75, c'était encore on va dire une natation balbutiante. Hein, mais vraiment, j'avais cette motivation, j'avais cette vocation, j'avais ce plaisir, j'avais cette envie, pardon, j'avais cette envie de communiquer un savoir, de communiquer des émotions. Car on a des émotions quand on est entraîneur, c'est ça qui est important, et ça on le retrouve difficilement dans un autre métier. Ah oui. Hein, parce que déjà, il y a le contact humain il y a le contact avec la personne. Déjà, c'est un ami, c'est un confident. On est son confident, on est la deuxième personne la plus importante après les parents. Et donc, elle s'en remet à vous pour pouvoir se réaliser à un moment donné dans une activité qu'ils ont choisie et qui leur fait le plus grand plaisir et qui leur apporte le plus grand plaisir, mais qui peut aussi leur apporter les plus grandes déceptions. Ah oui, c'est ça. Donc c'est à l'entraîneur justement de canaliser tous ces paramètres pour pouvoir faire en sorte que les choses soient agréables. Parce qu'elles peuvent aussi, quand c'est pas très bien abordé, ça peut aussi être très désagréable. On l'a vu par le passé avec des nageurs qui ont eu des déceptions terribles. Et ça s'est transformé lors de graves déceptions par des échecs qui peuvent se reporter sur la vie personnelle et dans le futur. Donc je me suis toujours attaché à ce que mes élèves soient heureux dans ce qu'ils faisaient. Que le jour où on se rencontre dans la rue, ils évoquent les bons souvenirs. Ouais. Voilà, il y a que des bons souvenirs. Et il ne doit y avoir que des bons souvenirs quand on est dans un club. Hein. Oui, tout à fait. Et quand on pratique 2 heures par jour, ou 4 heures par jour, ou 6 heures par jour, eh bien, s'il n'y a pas ce bon souvenir d'avoir vécu des choses avec une personne, au travers d'événements, au travers d'objectifs, eh bien, c'est triste. Ouais. Et ça a été merveilleux parce que j'ai trouvé le moyen. Ça a été un hasard sans doute, où ma personnalité a fait que, eh bien, je concevais l'approche de cette façon-là. Oui, tout à fait. Ouais. J'y reviendrai plus tard parce qu'en fait, à l'époque, il y avait plusieurs approches possibles. Oui. Et les approches, donc on était en 75. Et donc, à l'époque, il y avait les 2 blocs. Il y avait les 2 blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Oui. À l'époque, le bloc de l'Est, c'était les Soviétiques, les Allemands de l'Est, les Hongrois, tous les pays de l'Est, qui faisaient du sport la meilleure publicité pour leur régime, pour leur système social. Et donc, c'était donc des sportifs d'État, encadrés par la police, encadrés par la police secrète, encadrés par les militaires. Pour l'avoir vécu, j'ai pu m'apercevoir comment ça se passait, parce qu'à Boulogne, j'y reviendrai tout à l'heure, à Boulogne, on recevait des délégations de sportifs étrangers, et donc des entraîneurs français calquaient leur modèle d'entraînement sur ce qui se faisait dans les pays de l'Est. Ah oui. Alors, avec l'esprit français et sans tout le système qui pouvait amener une personne à travailler dans ce sens-là. C'était un drame. Donc on arrivait à des hérésies, et moi j'étais résolument contre cette façon de faire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Seul le plaisir, se dire voilà, je passe des bons moments, je me fais plaisir. On travaille dur, parce qu'en natation on dit travailler, hein. On dit pas j'ai joué. C'est un sport de besogneux, donc on travaille. D'ailleurs les entraîneurs, dans le langage des entraîneurs, on dit voilà, il a bien travaillé, il a bossé dur, il en a bien chié. Hein, et là, quand c'est comme ça, les entraîneurs sont contents. Après évidemment, il y a toute une approche pour pouvoir faire en sorte que le sportif, par rapport à plein de paramètres, puisse se réaliser, comme je le dis tout à l'heure, chirurgie, distance, des secondes. Voilà. Mais d'abord, c'est subordonné à un travail, c'est subordonné à des privations, c'est subordonné à de la douleur. Parce que l'entraînement, c'est de la douleur, c'est pas... on batifole pas. Hein. Oui, donc il y a des programmes, c'est dur, il faut se dépasser. Mais c'est constamment du dépassement de soi. C'est pas je nage tranquillement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc ça, on reviendra un petit peu après, parce que c'est quand même il y a des programmations d'entraînement, il y a des approches qui sont compliquées, et on ne peut. D'ailleurs, les Soviétiques, les Allemands de l'Est à l'époque, c'est eux qui ont fait du sport actuel, qui sont à l'origine du sport actuel.
avec les programmations d'entraînement, justement pour pouvoir valoriser leur système social, leur système politique. Ils avaient mis des chercheurs sur le comment faire pour arriver à valoriser son pays au travers de résultats sportifs. Et évidemment, il y avait toute la recherche scientifique, biomécanique, physiologique, les récupérations, et puis évidemment le dopage. Il s'était passé maître en l'art de dopage. Ils étaient déformés, même les athlètes étaient... Alors, ils étaient déformés, oui, parce que bon, c'est pareil, pour avoir vécu, pour avoir vu des éléments... des nageurs, des sportifs, des athlètes, on peut le dire comme ça. Eh bien, oui, ils étaient déformés. Bon, déjà, le physique des Allemands de l'Est, c'est pas... C'est ça, la natation, c'est un sport physique. C'est un sport d'athlète. C'est un sport de... Voilà, il faut un physique. Si on n'a pas le physique... Il y a une morpho... C'est ce qu'on appelle le morphotype. Il y a un morphotype. Alors, eux, ils ont établi des morphotypes par rapport aux différentes distances nagées. Un nageur de 50 mètres, c'est pas le morphotype d'un nageur de 404 nages, qui n'est pas le morphotype d'un nageur de 1500. Donc, chaque distance de la natation... À chaque distance de la natation correspond à un morphotype. Donc il y a des petits, il y a des grands, il y a des minces, il y a des plus costauds. Enfin, en général, il faut quoi? Alors déjà, dans ces pays-là, ils orientaient, mais alors pour tous les sports, pour tous les sports, les sportifs étaient orientés par rapport à leur physique. N'étaient vraiment aidés que ceux qui correspondaient, par exemple, un gymnaste ne pouvait pas mesurer 1m90. Ça ne correspond à rien. Un gymnaste, il devait faire 1m65-70. Puis au besoin, on l'aidait à ne pas grandir, ce qui était mieux. D'accord. Donc, il restait à 1m65. Et donc là, à partir de ce moment-là, il était aidé par le pays. Alors donc, par la nation, il était aidé par la nation, il était porté par la nation. Donc il y avait des centres départementaux, régionaux et nationaux. Les parents avaient une promotion sociale. C'était d'abord subordonné à une détection. Il y avait d'abord une détection. La détection se faisait dans les écoles. On prenait les mensurations. Un morphotype était établi. On allait rechercher les antécédents chez les parents et chez les grands-parents. Et puis à partir de ça, donc, il y avait toute la filière d'aide au niveau départemental, régional et national. Les parents étaient... Aidés, on pourrait dire. Étaient promus. Étaient promus. Et ensuite de ça, tout était... Et puis alors, par exemple, si on prend l'exemple d'un grand nageur qui s'appelait Salnikov, eh bien Salnikov, on l'appelait le tsar, eh bien Salnikov avait le salaire, le statut du sportif de haut niveau, le statut des militaires et le statut du parti. Donc c'était le tsar. Voilà, il était champion du monde, champion olympique plusieurs fois, et donc il avait tous les honneurs dus à son rang. Bon, effectivement, alors c'est peut-être pas tout à fait ma joie de vivre, mais bon, c'est... Non, alors, ça c'est pour cadrer un petit peu les choses. Je sais pas pourquoi on a mis en... Mais si, parce que c'était important dans les programmes. Alors, dans les programmations d'entraînement, et ça, il faudra voir ça après. Donc là, on est donc dans les années 76, 77, j'entraîne un petit club, je suis content, c'est la vocation, etc. Alors pourquoi j'ai été aussi influencé par dans cette piscine de Boulogne. Dans cette piscine de Boulogne, il y avait des événements. Il y avait des événements sportifs. C'était l'une des seules piscines, d'ailleurs, j'ai eu cette chance. Voilà, on va dire, c'est toute une... La vie, c'est ça, c'est des rencontres, c'est des lieux, c'est des événements dans un lieu qui ont fait que ça s'est trouvé que dans cette piscine, dans le club d'accueil, c'était nous, eh bien il y avait un meeting international. Et on recevait 30 nations. On était tout à l'heure sur les Allemands de l'Est et les Soviétiques, parce que justement j'ai assisté. Moi, j'étais jeune entraîneur, j'avais 23 ans, j'étais ébloui. D'abord, j'aimais le sport, on était ébloui par ces champions. Aujourd'hui, je ne le fais plus, mais bon, à l'époque, c'était comme ça, on n'en revenait pas. Je sais pas, c'est beau. Et donc, on recevait 30 délégations. Une trentaine de délégations venaient à la piscine de Boulogne, c'était le meeting de Boulogne. Et donc, pendant 8 jours, c'était la fête de la natation sportive de haut niveau.
Et donc, il y avait les Canadiens, les Allemands de l'Est, les Soviétiques, les Hongrois, il y avait les équipes américaines, australiennes, Wow. brésiliennes, Ouais. italiennes, Wow. allemandes de l'Ouest, allemandes de l'Est, espagnols. Donc, il y avait les meilleurs nageurs du monde et on était là, on était complètement baba devant tous ces sportifs qui avaient un physique, puis qui nageaient vite, qui nageaient bien, qui nageaient équilibré. Et là, on a vu effectivement des sportifs qui avaient on va dire, un physique particulier, notamment chez les femmes, où on posait quand même des questions. Elles avaient une voix rauque, elles étaient costauds, c'était vraiment des. D'ailleurs, ça a fait beaucoup de tort à la natation, Oui. parce qu'on disait, je ne veux pas que ma fille ait les épaules de déménageurs. Ça vient de là. Ouais. Hein, ça vient de cette époque où les Allemandes de l'Est, qui prenaient des pastilles bleu, blanc, rouge, ou, de la couleur de leur pays, ressemblaient plus à un homme qu'à Oui, une tout à femme. fait. Oui, oui. Évidemment, les performances de nos jeunes Françaises par rapport à ces sportives-là, on était ridicule. On était ridicule parce qu'on n'avait pas le même système d'entraînement. On n'était pas encore entré dans toute l'exigence de la natation de haut niveau, c'est-à-dire les programmations d'entraînement, les planifications d'entraînement, tout ce qui concernait l'approche, tout ce qui concernait les récupérations, voilà. On avait une approche sportive qui était complètement amateur. Et c'était peut-être pas plus mal d'ailleurs. Mais c'était comme ça. Par rapport aux autres, au niveau des résultats, on était ridicule. Ouais. Et donc on était subjugués, on était impressionnés. Et évidemment, ça a influencé toute la suite de ma carrière. Ah oui, tout à fait. Vous êtes dit, voilà, j'ai envie d'entraîner, j'ai envie de flirter un peu avec ce haut niveau. Il y a eu ça à ce moment-là. Alors, j'ai envie de flirter avec le haut niveau. De toute façon, un entraîneur, quel qu'il soit, a besoin de vivre c'est un voyage. Ouais. C'est un voyage. On peut pas être entraîneur, on peut pas se donner comme on se donne, Ouais. car c'est un métier, c'est pas un métier, c'est une vocation, c'est comme un curé de campagne. On va pas dire, tiens, il fait sa messe à 5 heures. Non, il fait sa messe parce qu'il y croit. Et puis c'est tout. Nous, c'est pareil. Il y a un entraîneur, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de moment. Il n'y a pas de moment. Voilà, par exemple, on accompagnait 30 week-ends par an. Ouais. Bon, on n'était pas rémunéré, on faisait parce que c'était une passion. Okay. Et donc, on accompagnait des gamins pour qu'ils puissent faire des performances. Ça nous plaisait déjà. On n'était pas dans le haut niveau, là. Ouais. Bon, alors, fatalement, à un moment donné ou à un autre, quand on a une vocation, on tombe sur un talent. Ouais. Et moi, j'ai eu ce talent, j'ai eu la chance d'être tombé sur ce talent, j'ai eu la chance d'être entraîneur dans une piscine où il y avait des événements sportifs de bon haut niveau, puisqu'on faisait, au mois de décembre, on faisait les championnats de France Interclub. Ouais. C'était la fête de la natation, les meilleures équipes françaises se rencontraient. Il y a environ une dizaine d'épreuves, il y a aussi des épreuves de relais, et l'addition des temps fait un nombre de points qui fait un classement. Donc ça, c'était les championnats de France Interclub, ça durait à peu près 4 ou 5 jours. Après ça, il y avait donc ce midi international qui durait 8 jours, et ensuite de ça, il y avait les critériums nationaux mini cadet qui duraient aussi 8 jours. Ouf. C'était le temple de la natation française hivernale, cette piscine. Et donc, nous, on était complètement dedans. Et ça, ce qui a facilité aussi l'accession au club, à un bon haut niveau. Parce que les jeunes enfants, voyaient ce qui se passait, puis ils remettaient les médailles, ils voyaient des grands champions, ils étaient subjugués aussi, donc ça les a cités à venir s'entraîner, à venir nager, et à copier. À copier ces sportifs-là, sans savoir toutes les contraintes qu'il pouvait y avoir derrière. Mais voilà, on était impressionnés, donc, et les entraîneurs, et les jeunes enfants du club, étaient impressionnés. À cette époque-là, alors donc j'ai touché donc un nageur hyper talentueux, qui en s'entraînant beaucoup moins que les autres, arrivait à faire de bien meilleures performances que la plupart des nageurs. Et donc là, après on va dire c'est le binôme, c'est le binôme entraîneur-nageur où là il faut vraiment trouver des solutions par rapport aux problèmes de la performance à un moment donné, qui fait que on avance avec son sportif. Et qu'on va affiner ses compétences, on va affiner toute la palette que demande la réalisation d'une performance. C'est quand même assez large comme éventail. Oui, tout à fait. Sur le plan humain, sur le plan mécanique, sur le plan physique, sur le plan évolution. Il y a un plan de carrière d'ailleurs. C'est un plan de carrière. On établit un plan de carrière au plan sportif. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça en 2 ou 3 mois, ou 6 mois, ou 1 an. On prend une personne à un âge 2 et puis on va l'amener au fil des années à faire des choses. Et donc ça on a des charges, on a toute une façon d'opérer pour pouvoir faire en sorte qu'à un moment donné,
eh bien, on va faire de cette personne une personne exceptionnelle, parce que le champion, c'est une personne exceptionnelle. Oh là 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 là. C'est une personne exceptionnelle, Ouais. et c'est un chef-d'œuvre. Hein, c'est un chef-d'œuvre. Donc on a son chef-d'œuvre. J'ai eu mon chef-d'œuvre, qui a été champion du monde cadet, aux 204 nages, qui a été 4e mondial au championnat d'Europe junior. Bon, il était particulier, ce nageur. Il fait l'idiot, il se casse un doigt, il bat le record de France 2 minutes après. C'est pour dire qu'il était très particulier, mais hyper talentueux. Ouais. Hein, et donc, ce nageur qui était difficile à tenir, mais qui était passionnant, eh bien, sachant que je ne pouvais pas le driver comme il convenait, je l'ai envoyé à l'INSEP. Je dis ça parce qu'on va arriver ensuite à la nationale 1. Donc j'envoie ce nageur à l'INSEP, ça se passe pas bien parce qu'il était, on va dire, c'était un peu un artiste. Hein, et la méthode militaire ne lui convenait pas du tout. Il était rebelle. Il était archi rebelle, hein, et il n'avait pas du tout envie, lui, de suivre le mode d'entraînement des nageurs de l'INSEP de l'époque, l'INSEP qui était l'INS d'ailleurs, et leur modèle c'était l'entraînement des Allemands de l'Est, des Soviétiques, et donc c'était extrêmement militaire et pas du tout fantaisiste. Et lui c'était un fantaisiste de la plus belle espèce. J'aurais été aidé d'ailleurs à être fantaisiste. Hein. J'allais dire, tu es forcément une voilà, il y avait collaboration. Il y avait une influence peut-être. Il y avait une influence, et donc voilà. Donc ce nageur, qui était à l'INS, qui avait un aura, qui avait un charisme, qui avait un talent fou, a influencé la plupart des nageurs de l'INSEP pour venir à notre club. Et nous qui étions en National 2 à l'époque, on s'est retrouvés en National 1. Au niveau des interclubs, alors là, ça a été le début d'une aventure. L'aventure de la National 1, l'aventure des nageurs internationaux, l'aventure des stages nationaux avec les équipes de France, des déplacements pour accompagner dans les meetings internationaux, et ça a été vraiment une très très belle aventure. Bon, alors on va revenir sur cette aventure, mais on va faire une petite pause avant. Juste une petite précision, dans ces années-là, la natation n'était pas médiatique, on n'entendait pas parler, il n'y avait pas de grande star de la natation. Il y avait Stéphane Caron, qui était l'homonyme de Christine Caron, mais qui n'était pas du tout, de la famille de cette championne qui a été vice-championne olympique du 100 dos, Christine Caron, qui était une grande nageuse. Et donc il y avait Stéphane Caron qui était la seule figure un petit peu emblématique de la natation française. Il y avait eu Michel Rousseau, mais enfin bon, il a quand même été champion du monde. Enfin, il n'y avait pas les stars que l'on a aujourd'hui. Et puis la natation n'était pas un sport médiatique, c'était le tennis à l'époque. Aujourd'hui, il en est tout autrement, grâce à Laure Manodou. Voilà, oui, tout à fait. Voilà. On va revenir là-dessus. On fait une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes. Merci. Vous écoutez Ma joie de vivre numéro 6 en compagnie de Philippe Gestland pour évoquer l'entraînement de natation. Et là, on va vraiment évoquer la partie, entre guillemets, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, Formule 1, où là, vous avez vécu the top of the top. Le top of the top, oui, tout à fait. Formule 1, on peut appeler ça comme on veut. C'est l'excellence. On va parler de l'excellence car il s'agit de ça. Alors, donc, je reviens sur une arrivée de nageurs de l'INSEP qui ont été hyper incitateurs pour pouvoir que je m'oriente dans cette voie d'entraîneur de bon haut niveau. Alors là, ça exige un engagement total. Un engagement total car on n'a pas droit à l'erreur. Un entraîneur n'a jamais droit à l'erreur. Pourquoi ? Parce que l'entraînement est très exigeant pour le pratiquant. C'est dès qu'on aborde le haut niveau, et moi j'avais des nageurs de 400, 404 nages, les distances difficiles de la natation des nageurs de 1500, dès qu'on aborde ce niveau-là, cette pratique-là, eh bien tout de suite, on a droit, on peut pas faire d'erreur. On est le gourou, parce que les gens vous font confiance. J'avais fait mes preuves avec 2 nageurs, puisque j'avais eu 2 nageurs au championnat d'Europe junior, qui avaient été dans les meilleurs mondiaux. Donc là, j'étais pas encore un entraîneur très affirmé et confirmé, mais déjà il y avait, c'était le meilleur nageur qui s'entraînait peu et qui avait des résultats. Donc ça interpellait les autres nageurs. Et donc automatiquement, il y a une confiance Allez, on espère faire confiance à cette personne-là.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans ce club, de par le fait que ce nageur était très particulier, c'était un fêtard, faut dire les choses comme elles sont, c'était un fêtard de première catégorie, mais on avait essayé d'insuffler un esprit différent. Parce que justement, la natation, à l'époque, c'était du besogneux de chez besogneux. C'est-à-dire qu'on était là pour travailler, on n'était pas là pour rigoler, on était là pour avoir d'hypothétiques résultats, mais par contre, le travail, on savait quel niveau, quelle intensité de travail on allait donner. Les résultats, c'était hypothétique. Ouais. Hein. Alors que nous, déjà, j'avais pris le problème un petit peu à l'envers. Je me suis dit, tiens, après tout, nos nageurs vont s'amuser, nos nageurs vont se faire plaisir, et puis en même temps, on espère qu'ils fassent de bonnes performances. Et j'ai eu la chance, alors je ne sais pas s'il y a une chance, que ça marche. C'est un truc qui a marché. Et d'ailleurs, on avait commencé à proposer à nos nageurs des stages dans des endroits un petit peu idylliques. On a fait la Martinique, on a fait la Guadeloupe, on a fait Israël, on a fait Sénégal. Alors on était le club mais complètement à part. On était pris pour des farfelus. Tout ça, c'est Boulogne. Hein. Tout ça, c'est Boulogne. Là, je parle de la CBB. Il y a la Boulogne-Billancourt. À l'époque, on était vraiment pris pour des joyeux lurons, pour des gens pas sérieux. Sauf que au championnat de France, on avait des résultats. Et ça emmerdait tout le monde. On peut dire les choses comme ça. Ça a interpellé, mais ça emmerdait les gens quand même. Parce que on n'était pas dans le schéma classique de l'entraîneur qui doit, s'il veut avoir des résultats, avoir une démarche un petit peu sérieuse, austère. C'était comme ça. Voilà, donc nous on allait en Guadeloupe. Pour préparer les championnats de France, on allait en Guadeloupe. C'était inimaginable à l'époque. Il fallait aller à Font-Romeu, il fallait aller à Vittel. C'était un truc de mortuaire. Nous, on allait un peu faire la fête, tout en s'entraînant bien. Voilà. Les gars venaient bronzer, et puis tout le monde me disait mais comment ça se fait, qu'est-ce qu'ils font des stages en Guadeloupe, en Martinique, aux Antilles, alors que nous on a été à Vittel, on était à Font-Romeu, ils étaient blancs, cadavériques, les nageurs étaient bronzés, et en plus ils avaient le sourire, les autres ils avaient la gueule, et les résultats n'étaient pas forcément meilleurs. Alors à partir de ce moment-là, on a eu encore d'autres nageurs d'un autre niveau qui sont arrivés. Et là, vraiment, il a fallu affiner les choses. Et donc, j'avais fait deux catégories, on va dire les nationales 1 et les internationaux, qui n'avaient évidemment pas la même démarche. Alors, bien évidemment, tout ça, c'est subordonné à un travail, à un engagement, on vit pour ça, c'est simple, on fait des entraînements dans la rue, on n'a pas de temps pour ça. On est très pointu dans un domaine, mais à côté de ça, on a forcément des lacunes, puisqu'on est tellement pris par la chose. La chose, c'est quoi? C'est le résultat. Le résultat, c'est en secondes, c'est en dixièmes de seconde. Et donc là, comme je disais tout à l'heure, on est ou un héros, ou un moyen. Ou alors on commence à se méfier de la personne. Peut-être que son approche n'a pas été des plus judicieuses, n'a pas été... Et puis, on ne veut pas décevoir. Un entraîneur a peur de décevoir. C'est-à-dire qu'il y a eu un engagement absolu d'un pratiquant, et puis d'un seul coup, cette personne est déçue. Il n'y a rien de pire. On a failli par rapport à un engagement mutuel. Donc ça, c'est terrible. Alors donc ça, c'était, on va dire, jusque dans les années 88, 89, où j'avais des nageurs au championnat de France, des qualifiés aux 8 nations, aux 6 nations, etc., etc. Et puis, j'ai touché un nageur extraordinaire. Et là, ça a été l'un des meilleurs mondiaux. Et alors là, on a vraiment été au fond des choses, au niveau de l'entraînement pur et dur. Alors, pour situer les choses, j'avais forcément un pool de personnes qui étaient avec moi. Donc un entraîneur, on va dire, c'est un manager. On manage, et puis autour de ça, à Boulogne, on avait un club qui avait un petit peu de moyens, eh bien j'avais un kiné, j'avais un médecin sportif, j'avais un masseur russe. Alors lui était particulier, ce masseur, il s'appelait Victor Demchenko. Déjà, Victor Demchenko. Et s'il nous écoute, bonjour. Victor, bonjour. Il n'écoute plus malheureusement. Bon.
Et donc lui, il avait une méthode particulière, c'était vraiment le masseur, qu'on peut se représenter, hein, oui, tout à musclé. Il prenait les nageurs dans le sauna, il les mettait à 80 degrés, il repassait dans un autre sauna, il les mettait à 50 degrés, il les massait, il les triturait, il les tripotait, il les malaxait. Hein, et ça il fallait quelquefois plusieurs fois, ça peut faire mal. Mais bon, parce qu'il y a plein de méthodes, de massage. Hein. Un massage à 8 jours d'une compétition n'est pas le massage à 1 mois, qui n'est pas le massage à 2 mois, qui n'est pas le massage... voilà, c'était vraiment le masseur, la personne qui sent le muscle, qui sent l'autre, qui sent l'être. Et donc ça, c'était vraiment une valeur, ce gars-là. Alors j'avais aussi un toubib qui... j'avais donc un diététicien, forcément. Donc on fait, voilà, vous pouvez manger ci, vous pouvez manger ça, ou pas ci, ou pas ça. Évidemment, un nageur mange forcément bien. Hein, c'est un sport qui est tellement engageant sur le plan physique qu'on ne peut pas se permettre de manger n'importe quoi. Bien évidemment, ça ne fume pas. Ça n'existe pas. Ça ne boit pas ça peut boire après les compétitions. Ça peut boire après les compétitions. Ça peut même boire beaucoup, et notamment aux Antilles. Ah, d'accord. Bon. Mais non, enfin bon, c'est un peu une vie de moine tibétain. Oh là. Avant les grandes compétitions. Hein. Oui. Donc c'est très, c'est trop. Il y a un engagement physique tel que on fait tellement appel au physique que de toute façon on peut pas se permettre d'écart, pas trop d'écart. Hein, ça c'est vraiment. Donc un diététicien, un micro-diététicien, c'est-à-dire que tous les mois on faisait une prise de sang et par rapport au résultat de cette prise de sang, il y avait une compensation d'éléments. Qui faisait que le sportif n'était pas carencé. Parce que l'entraînement de haut niveau fait que, on peut se carencer. Un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui est fragile. C'est quelqu'un qui est comme du verre. Donc, pourquoi le médecin sportif? Parce que c'est pas pour faire bien. C'est parce que quand la personne a un rhume, quand la personne a une grippe, il faut qu'il soit sur pied 3 jours après. Il ne s'agit pas d'être au lit 15 jours. Hein. Ça n'existe pas, ça. Donc, automatiquement, il y a une intervention du médical derrière pour pouvoir faire en sorte que la personne puisse se remettre sur pied le plus rapidement possible. Il faut savoir que l'entraînement de haut niveau abaisse les défenses immunitaires. Donc le sportif de haut niveau est fragile. C'est une bête de course, donc il est très fragile. Voilà, c'est comme ça. Microdiététicien. Après ça, on avait le biomécanicien. Oh là là là. Le biomécanicien, c'est une personne qui était à l'INSEP. Biomécanicien, par rapport à ce qu'on appelle des trajectoires, trajectoires de mouvement sous l'eau, trajectoires, ce qu'on appelle des trajectoires motrices. Un mouvement sous l'eau, c'est un mouvement moteur qui va permettre aux nageurs de se propulser. C'est donc une trajectoire motrice. La trajectoire motrice est fonction de beaucoup de paramètres, de la taille du pratiquant, de la distance nagée, de l'historique de la personne, de sa qualité musculaire, de sa souplesse musculaire, articulaire, tendineuse, de son organisation motrice. Tout ça fait que il aura un mouvement sous l'eau qui va plus ou moins le faire progresser, plus ou moins le faire avancer. Et l'objet est avec des caméras, de visualiser le nageur à des passages de vitesse différentes, par exemple sur 50, sur 100, sur 200, sur 400, sur 800, sur 1500, et on regarde ce qu'on appelle des dérives gestuelles, des dérives de mouvement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça passe pas, ou ça passe moins, ou qu'on pourrait optimiser tel mouvement à telle vitesse de nage, dans telle situation. Donc là, ça c'est le biomécanicien, qui est aussi un physiologue. Tout ça se faisait de concert avec des prises de sang. Prise de sang pour calculer la lactatémie. La lactatémie, c'est le produit de dégradation du glycogène en absence d'oxygène. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un petit peu dans le scientifique. On commence à rentrer dedans. Donc c'est-à-dire que quand une personne fait du sport intensivement, il y a un déchet qui est produit. Ce qu'on appelle l'acide lactique que tout le monde connaît, l'acide lactique. D'ailleurs, quand on regarde, par exemple, les athlètes en athlétisme à un 400 haies, on voit les gars qui n'avancent plus à la fin. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'acide lactique au niveau des muscles. Ça détermine une impotence fonctionnelle. Donc, le gars n'en peut plus, les athlètes s'allongent, ils sont à l'agonie. C'est ça, une haute dose d'acide lactique, c'est ça. Donc, on faisait donc des tests physiologiques, à différentes intensités, en progressif,
on faisait une prise de sang toutes les minutes, et il y avait donc une augmentation de la lactatémie, donc, par rapport à une fréquence de mouvement. On calculait le nombre de mouvements à telle vitesse, telle fréquence, telle lactatémie. On mettait tout ça en équation, et par exemple, évidemment sur ordinateur, et on sortait par exemple, on disait voilà, ça servait pour l'entraînement, on disait voilà, tu vas nous faire un 5 x 200 mètres par exemple, à telle vitesse, et on savait quel était le taux de lactate, hein, qui correspondait à l'effort demandé, à l'effort imposé, parce que tout est imposé, hein, l'entraînement. C'est pas, on fait pas ça comme ça, hein, c'est quelque chose de très précis. Très précis pourquoi? Parce que, alors donc ça c'était, je reviendrai après. Donc, le biomécanicien, et puis évidemment le préparateur mental. Le préparateur mental qui était un danseur, qui avait dansé avec Caroline Carson. Et donc, c'est pareil, c'était un artiste, il préparait, il aidait les sportifs de haut niveau à mieux affronter l'épreuve à un moment donné. Parce que un sportif de haut niveau, c'est très fragile. Il a des doutes. Parce que dans une programmation de compétition, vous avez les compétitions de travail, donc il y a les séances, il y a la séance, une séance. Hein. Après ça, il y a la semaine de travail. Il y a le mois de travail, hein. Il y a le trimestre, et puis il y a l'année. Ouais. À l'intérieur de ça, vous avez des épreuves. Ouais. Des épreuves qui permettent de déterminer l'état de forme. En fait, on voit où on en est, quoi. On voit si le gars est bien, pas bien, etc. Et ça permet de rectifier. Donc, il y a ce qu'on appelle des compétitions de travail, il y a des compétitions intermédiaires où le sportif établit des stratégies de course. On part vite, on revient moins vite, on revient plus vite. Enfin, on essaie des trucs. Hein. Et puis, il y a la compétition à objectif. Alors, c'est les championnats de France, c'est les championnats d'Europe, c'est les championnats du monde, c'est les Jeux Olympiques. Ça, c'est les compétitions à objectif. Tout ça, on va dire, on peut le dire, une savante imbrication, physiologique, parce que forcément, il y a beaucoup de choses qui sont basées sur le physiologique, sur l'approche musculaire aussi. Donc il y a de la préparation physique, il y a de la musculation. Et puis forcément, il y a l'approche mentale. Hein, le mental qui va être déterminé par comment je suis dans l'eau. Est-ce que je suis en forme, est-ce que je suis pas en forme? Ah, j'ai réussi, ah, j'ai pas réussi. Et l'entraîneur est là pour en permanence rassurer. C'est le gourou. Le nageur se repose complètement sur son mentor. Et on doit avoir l'assurance. On doit avoir l'assurance de celui qui sait. Bien sûr. On ne peut pas imaginer qu'il y a un doute. L'entraîneur n'a pas de doute, il est sûr de ce qu'il va proposer, il est sûr de ce qu'il propose, et il connaît le résultat à l'avance. Mais Philippe, est-ce que des fois vous n'avez pas douté? Bien sûr que si. Voilà, mais on ne peut pas le montrer. Oui, on ne peut pas le montrer. Vous êtes le chef d'orchestre de toute cette bande. Pourquoi on ne peut pas le montrer? Pourquoi on ne peut pas le montrer? Parce que quelqu'un qui a un doute, ça va influer sur son physique, sur son physiologique et sur sa récupération. Automatiquement, la personne qui a un doute va moins bien dormir, sera moins à l'aise, abordera moins chaque séance comme il convient qu'elle soit abordée. Forcément, la récupération ne sera pas la même, parce qu'il y a ce qu'on appelle la récupération passive, la récupération active. Dans sa récupération active, il ne va pas faire les choses comme il convient. Et automatiquement, ça va influer par addition de séances, ça va influer sur un résultat du mois, un résultat du trimestre, le résultat à la fin de l'année. Donc tout ça, l'entraîneur, lui, il est sûr. Il doit mettre en place tout un système, aidé donc par toutes ces personnes qui ont des compétences différentes. Et l'entraîneur manage donc l'ensemble de cet encadrement. Il manage évidemment les équipes. Hein. Il a l'assurance de ce qu'il fait. Il sait, puisqu'il sait. Hein. Il a déjà eu les résultats. C'est la personne qui sait. Bon, ce qui n'empêche pas d'avoir des doutes. Hein. D'ailleurs, à l'approche des grandes compétitions, par exemple pour les JO, les Jeux Olympiques, eh bien, on commence à être un petit peu en tension, on va dire, 9 mois avant. Oula. Un an avant. On commence à établir le programme d'entraînement, on a des réunions avec les sportifs, et puis voilà, les objectifs. C'est ça qu'il faut d'abord se qualifier. Parce que les Jeux Olympiques, il faut se qualifier, il faut déjà passer la première échéance, c'est ça. Donc, comment on va faire pour se qualifier? Donc, on établit des stratégies. Hein. Chacun a sa stratégie. Il n'y a pas une stratégie générale, il y a une stratégie qui correspond le mieux aux besoins de la personne. Pour nous, encore pareil, on avait établi un système un petit peu particulier.
Moi, j'étais assez du style individualisé. Maintenant, on va dire, c'est presque un lieu commun que de le dire. Mais à l'époque, bon, tout le monde était un petit peu dans le même moule. Mais j'avais imaginé que on pouvait pas faire nager un nageur de 100 mètres comme un nageur de 404 nages. Aujourd'hui, c'est évident. Mais à l'époque, c'était pas encore vraiment admis. Et donc, par rapport à la demande, par rapport à comment la personne perçoit son sport, d'abord, on avait des étudiants, moi j'avais des étudiants, donc à partir de ça, moi j'avais toujours bien compris que il y avait une vie, après la natation, et c'est un facteur équilibrant, le fait d'avoir une activité pas intellectuelle, mais on va dire avoir d'autres objectifs que la natation. Parce qu'à l'époque, il y avait des nageurs qui ne faisaient que nager. Modèle est-allemand, modèle soviétique. Ils nageaient, puis après, éventuellement, on faisait des études. Moi, j'avais fait en sorte que les sportifs puissent mener de concert le sport et les études. Pour la meilleure harmonie. Un être humain, c'est pas un nageur, c'est pas seulement un intellectuel, c'est quelqu'un qui fait les deux. Et puis surtout parce qu'on imagine qu'à un moment donné, il peut. Et puis surtout, sur le plan psychologique, une personne qui est orientée uniquement dans un domaine, s'il a des réussites, c'est merveilleux, mais s'il a des échecs, c'est une catastrophe. Alors que là, quelqu'un qui fait des études et du sport, ma foi, s'il se plante en natation, il a toujours la possibilité de poursuivre ses études, de les poursuivre au mieux, parce qu'il y a des aides qui sont faites, on se sert de la natation pour pouvoir accéder aux meilleures écoles, aux meilleures études possibles. Et donc, moi j'avais institué ça au niveau du club, on fait des études et du sport, on ne fait pas que du sport. Ça, c'était bien compris comme ça. Non mais c'est vraiment extraordinaire parce qu'on n'a pas cette image-là évidemment. Alors justement cet été, l'équipe de France que l'on connaît maintenant, les noms sont connus, des beaux sportifs, Yannick Agnel, Camille Lacour et j'en oublie d'autres, excusez-moi, parce que je suis pas une spécialiste, mais j'ai entendu Yannick Agnel cet été dire aux mondiaux de Barcelone, de toute façon le résultat c'est pas si important, ce qui compte c'est on est entre une bande de copains, on s'entend bien et on fait ça presque détendu, il n'a pas utilisé ce mot-là, mais finalement je me suis demandé est-ce que c'est vraiment la réalité ou est-ce que c'est une image qu'il donne? Alors, parce que ça a dû évoluer aussi tout ça. Maintenant, chacun, Agnel c'est un immense champion. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons d'aborder les choses. Agnel, c'est presque un cas particulier. La plupart des nageurs, c'est des professionnels de la natation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai décroché du haut niveau parce que ça ne me plaisait plus. Donc moi, on en reparlera de Daniel et de la natation actuelle. Moi, je suis sur la natation des années 90, 98, 2000, et là, on était encore sur un modèle un petit peu rigide. Maintenant, il y a eu quand même, les choses ont beaucoup évolué, et c'est ce qui fait aussi la réussite. C'est ce qui fait la réussite de la natation actuellement, c'est que on a vu les choses, on a abordé les choses différemment de ce qu'elles étaient. On a compris qu'un nageur, c'était pas une bête à nager, c'était un être humain qui avait besoin de se faire du bien à tous les niveaux. Et donc, on a replacé l'homme au centre de l'activité, et non plus l'activité seulement. Donc, je sais plus ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, parce que ce qui était quand même impressionnant dans tout ce que vous avez dit, c'est qu'on voit que c'est la technique, la technicité, l'expertise, c'est presque un objet scientifique, le nageur. C'est un produit, et voire même un produit marketing. On est passé, c'est un produit qu'on a fait. C'est-à-dire que dans les années, on va remonter un petit peu le temps, dans les années 60, l'entraîneur c'était un maquignon. C'est quelqu'un qui avait des données d'entraînement, il était dans l'observation. Et puis il n'y avait pas de données scientifiques, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est les soviétiques, c'est les Allemands de l'Est, c'est les Hongrois qui, pour valoriser leur système social, ont institutionnalisé les méthodes d'entraînement, ont vraiment tout disséqué au niveau de l'entraînement, et avant que ça n'arrive, ça c'était dans les années 75, avant que ça n'arrive dans les pays de l'Ouest, il a fallu une bonne quinzaine d'années. Parce que évidemment c'était top secret, ça. Il y avait d'ailleurs, je me souviens avoir été dans des stages à Font-Romeu, où il y avait 3 nageurs hongrois,
Hein, et qui n'avaient pas le droit de parler à personne, évidemment. Il y avait la police secrète, il y avait les entraîneurs, il y avait 2 gars du parti qui étaient là pour encadrer 3 personnes. Il y avait plus d'encadrants que de pratiquants. Évidemment, les gars, ils filaient droit, c'était comme ça. À l'époque, c'était comme ça. Donc, il n'y avait pas d'information d'entraînement, c'était un secret d'État. C'était un secret d'État, forcément. Secret d'État. Donc, les entraîneurs français ont commencé à prendre conscience de la méthodologie de l'entraînement à partir des années 90, on va dire fin 80 jusqu'à 95. Il y a eu des ouvrages qui ont été écrits par des scientifiques russes, notamment Platonov, Matveyev, tous ces chercheurs-là. Donc, on va dire, essaimé leurs connaissances scientifiques dans le monde de la natation de l'Ouest. Ouais. Et là, on a donc découvert une méthodologie complètement différente, que l'on a appliquée, que l'on a essayé d'appliquer à la culture française, parce que c'est quand même, on n'a pas une culture comme les gens qui étaient tout à fait formatés pour pouvoir nager. Ou comme les Américains, parce que c'était probablement les Américains, c'était encore autre chose. Voilà, ils n'avaient pas une méthodologie aussi précise. Ouais, Maintenant, on va dire c'est uniforme. Ouais. L'entraînement, on sait comment ça marche, on sait comment aborder les choses. Ouais. Ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Ouais. C'était révolutionnaire leur façon de faire. Ouais. Alors avec du bien et du pas bien, mais bon, les résultats sont là. Ouais. Sur le plan sportif pur, c'était bien. Sur le plan humain, après c'est autre chose. Ouais. Mais en tout cas, vous avez justement resitué l'homme au centre des choses. Voilà. Bah oui, parce que j'aurais pas imaginé entraîner. C'était pas dans ma façon d'être, pas un petit peu fantaisiste peut-être. J'imaginais pas moi entraîner d'une façon rigide, aller à Vittel, qu'on se couche à l'heure. Non, moi ce que je voulais c'est que la personne soit heureuse. Ouais. Moi ce qui importe là-dedans c'est que le pratiquant soit heureux, que le nageur soit heureux, qu'il ait des bons souvenirs, qu'il se dise bah tiens tu te rappelles on avait fait un super stage, on a bien déconné, ceci, cela. Voilà, c'est bien, on est content, on est heureux. C'est ça qui fait que c'était l'une de mes motivations, en plus de la performance, parce que la performance c'est le moteur quand même. Ouais. Mais la performance heureuse, pas la performance malheureuse. Ouais, c'était tout à fait l'excellence, mais quand même ne pas oublier, il y a voilà, la joie de pratiquer, la joie le bon souvenir d'avoir vécu 10 ans en se réalisant dans le sport, en se réalisant dans les études, en se réalisant dans l'amitié, en se réalisant dans les fêtes, parce qu'en plus on faisait des fêtes, il faut que ce soit comme ça. C'est ce qui marque à l'arrivée, c'est pas le 10e gagné ou perdu, ce qui compte, on a fait un super stage, on a bien déconné et c'était merveilleux. Voilà, voilà, c'est ça qui compte. Ouais. Donc oui, j'ai eu donc un nageur extraordinaire, Lionel Poirot, qui a fait que là j'ai pu expérimenter, avec l'aide de toute la technologie de l'époque, une approche qui a fait que ce nageur-là, suivi d'autres, parce que j'ai eu 5 nageurs olympiques, suivi d'autres, très bien, ont pu se réaliser le moment venu, quand il fallait, et ça a été d'une grande richesse sur le plan humain, ça a été une grande richesse sur le plan des connaissances du sport, et ça a été merveilleux, ça a été intense dans l'approche et intense juste avant le résultat. Alors c'est terrible. Quand on va... Ça doit être affreux, ça doit être vraiment... Ah, c'est affreux. D'ailleurs, on pense qu'on va changer de métier. C'est pas possible. D'ailleurs, on croit qu'on va mourir. Tellement on est pris par le truc. Un mois avant, on est exécrable. On ne vit plus. Parce que bon, est-ce que le nageur est bien? Est-ce qu'il n'est pas bien? Est-ce qu'il a récupéré? Est-ce qu'on a travaillé assez? Est-ce qu'on n'a pas travaillé assez? Est-ce qu'on a peur de la maladie? On a peur du rhume? On a peur de la grippe? On a peur qu'il se fout une cheville? On a peur de tout. Oui, alors, donc le nageur, est-ce que tu te retrouves ton Alors, donc, il y a toute une approche par rapport à un événement. Alors, le jour J. Le jour J, d'abord, il y a d'abord les 8 jours avant, on arrive sur le lieu de la compétition, là où on doit se réaliser. Pendant un an, on a établi des stratégies, pendant un an, on a travaillé, pendant un an, on a imaginé, pendant un an, on s'est projeté. Et puis d'un seul coup, là, ça y est, on y est. On arrive sur le lieu où il va falloir se qualifier. D'abord, il y a les qualifications. Et les qualifications, c'est terrible. Parce que quand on y est, aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, aux Championnats d'Europe, on y est, après on réussit moins. On a été aux Championnats d'Europe, on a été aux Jeux Olympiques, on a été aux Championnats du Monde. Là, il va falloir y aller. Et là, c'est difficile. Là, on a un poids gigantesque. Alors l'entraîneur, il sait plus où il est. L'entraîneur, il est où il peut. Le nageur, il s'en remet complètement à la personne qui
qui ne doit pas montrer, qui ne peut pas montrer. Il est sûr de lui, il va falloir que ça va marcher. D'ailleurs, quelquefois, 3 ou 4 jours avant, ça marche pas du tout. Ah On se oui. dit, bon sang, bonsoir, Ça va pas le le gars faire. n'est pas bien, ça va Ouais. pas le faire, mais on trouve des moyens, même on triche. Hein, par exemple, on arrive par exemple sur le lieu de qualification, il y a Ouais. les meilleurs nageurs qui sont en observation des autres. Ah oui, tout le monde se voit. Tout le monde se regarde, s'observe, c'est état de guerre. Oh là. C'est état de guerre, bah oui, parce que les autres, ils sont concurrents. Ils Eh. sont concurrents pour pouvoir se qualifier aussi. Eh, Et qui va passer? C'est ça le problème. c'est ça. Donc, il y a une observation. Il y a une observation, comment ils sont. Donc, les nageurs, les entraîneurs regardent comment sont les nageurs qui sont en concurrence avec le leur. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien? Donc, par rapport aux informations qu'ils voient, ils vont aller répéter ça, les informer leurs sportifs. Ça va influer on va dire, le dernier ajustement de préparation. Hein, c'est pour ça qu'on parlait de Formule 1 tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que c'est de la préparation de haut niveau. On est là sur des appuis, sur des sensations, il faut récupérer nerveusement, il faut qu'on soit organisé le mieux possible sur le plan nerveux. Il faut qu'on soit euphorique. Il faut qu'on soit euphorique. Et être euphorique, si on a un peu mal au bras, c'est pas facile, sachant que, il va falloir essayer de passer. Et puis qu'on va le payer dans les derniers mètres. Hein, donc, il y a tout un jeu d'observation, de déstabilisation de l'autre. Ouais. Ah oui, 5 ou 6 jours avant. Ouais. Nous, on arrivait en groupe. On avait quasiment des grands nageurs moi, j'avais par exemple au niveau des. Je me souviens à Dunkerque en 96, on est revenu avec 17 titres français. Mhm. C'est 3 nageurs qualifiés aux Jeux Olympiques. Donc déjà, quand on arrive en force, on domine déjà les autres équipes. Et les nageurs qui viendraient isolés avec un entraîneur, se sentent déjà un petit peu en dessous. Ouais. C'est important d'arriver en force. C'est important d'arriver avec un équipement. C'est important que on ait 2 kinés, un médecin sportif. Ça prouve un déploiement de force. Voilà, ça prouve un déploiement de force qui impressionne les autres. Voilà. Impressionnant les autres, ça peut les déstabiliser. Les déstabilisants, ils vont peut-être moins récupérer sur le plan physiologique, ils vont être inquiets, ils vont moins bien dormir, etc., etc. Tout ça fait que ça va se retrouver à la fin. Ça. Donc ça c'est, on va dire, les derniers jours. Alors le jour J, donc on a préparé des échauffements, on a fait un briefing, la veille au soir. Hein. On dort beaucoup. Il dort beaucoup le Non, sportif. mal. Il dort mal. La veille, hein, Ouais. très mal. Enfin, c'est-à-dire que c'est un peu. Ouais. Donc on va essayer de faire en sorte qu'il dorme, mais il dorme pas bien. Ouais. Enfin, il dorme pas bien parce qu'il y a les premières courses qui vont être déterminantes par rapport à leur état de forme. C'est-à-dire l'état de forme, ça va être quelque chose qui fait que ça y est, je suis bien, je suis pas bien. On va aborder la course suivante, qui en général, la première course n'est pas la plus importante, c'est la deuxième. Ouais. Alors, on fait une course d'essai, comme on dit, hein, comme les chevaux, course d'essai. Ouais. Et donc, il y a un briefing la veille, il y a le kiné qui est là, il y a le médecin sportif, il y a le préparateur mental, il y a toute cette comment je vais dire, on va dire, avec le sportif, ce staff qui encadre, qui rassure le sportif qui doit se réaliser. Alors, il y a la nuit de sommeil, et puis il y a le lendemain matin où là, on recommande son âme à Dieu, on verra bien. Est-ce que ça marchera, est-ce que ça marchera pas? Ouais. Bon, moi, de toute façon, j'étais incapable de tenir les chronos, parce qu'on prend des chronos, on prend des fréquences, etc. Je le donnais, j'avais des assistants pour ça, parce que moi, je me concentrais sur la course. Et là, juste avant la course, au moment où les gars sortent comme ils sont présentés, il y a des éclairages, un truc. C'est solennel. C'est très. Ah oui, alors là, on est en transe. Les nageurs sont en transe, ils sont comme ça bouge pas, ça regarde devant soi. Il n'y a plus une expression que de la concentration. Ouais. Et nous, on est là, on sait plus où on est. On est là où on peut. Hein. Et moi, j'ai pris mon rythme cardiaque. On est à 170, 180, sans bouger. Et on a une peur intense. Et puis voilà. Après, on regarde tout en regardant. On sait plus où on est. C'est terrible. Non, c'est très dur. Hein. Ah oui. Et alors, quand ça marche, alors quel bonheur. Alors là, c'est. Mais quand ça marche pas, alors ça peut marcher à moitié aussi. Ça peut marcher à moitié. Alors là, on essaiera. Déjà, on a préparé tout un discours. Oui, mais toi, parce que il y avait les séries, les premières qualifications pour passer au final. Ouais. Donc, il y avait cette première sensation. Comment il va être le matin? Comment on sait que le matin on est moins bien que le soir. Donc, et puis l'entraîneur peut raconter des histoires,
Ouais. Mais il doit aussi, Ouais. quelquefois. Donc il peut raconter, il doit raconter. Il Ouais. doit faire en sorte. Parce que quelquefois, c'est arrivé, hein, que des nageurs n'étaient pas bien le matin, soient extrêmement bien le soir. Ouais. Parce qu'en quelques heures, il peut y avoir une récupération qui fait que, automatiquement, il va y avoir il va se surmultiplier hein, en quelques heures. Mhm. Ça, moi, je l'ai vu la veille d'un championnat où l'avant-veille, le nageur était très très mal. La veille, il était merveilleusement bien, puis le jour de l'épreuve, il était merveilleusement bien qualifié, avec tous les honneurs dus à son rang. Mhm. Et donc pour l'entraîneur, forcément. Hein. Et pour l'entraîneur, et tout le monde vient vous embrasser, c'est merveilleux, c'est Nirvana, il n'y a rien de mieux. Et donc là, c'est la reine, c'est la reine. Ouais. Et là, il va falloir se réaliser. Donc il y a des séries le matin, donc on a déjà une première information. Par rapport à ça, on va établir une stratégie, il faut nager relâché, il faut nager vite, il faut être cadencé, il faut être... tout le monde y met, hein, il met de son écho, Ouais. le masseur qui va masser, le médecin qui va donner les derniers, qui va rassurer, et puis il y a le préparateur mental qui, on y va, bon sang de bonsoir, faut y aller, hein. Il va tendre le sportif comme un arc pour Ouais, faire c'est ça. partir la flèche, Ah oui. et puis l'entraîneur qui est là, on va voir le nageur dans la chambre d'appel, et puis il y a ce jeu de regard, tu vas y aller, hein, tu vas réussir, c'est bon, c'est merveilleux. Que d'émotion, mon Dieu. Ah bah c'est que de l'émotion. Et puis alors après il y a l'arrivée, alors s'il est qualifié, alors là c'est fantastique. Mais voilà, c'est à Il y a même 33 minutes. Il y a même de l'émotion, hein, je sens en vous, Ah, oui, à oui. l'évocation de tout ça. Hein. Ben oui, parce que on retrouve ça nulle part. Dans aucun métier on retrouve ça. Parce que c'est une communion avec la personne qui vous a fait confiance, qui a travaillé dur, qui en a bavé mais pendant des mois et des mois. Nous, on a bavé sur le plan de l'organisation et sur le plan de l'émotion et sur le plan psychologique. Mhm. Et puis la personne qui a pratiqué, eh bien, elle a fait confiance. Et puis il y a ce résultat merveilleux. Ça y est, on a réussi. Il n'y a rien de mieux. Hein, on peut pas avoir plus. Oh là là, Philippe, extraordinaire. Mais on vit à vous écouter. On vit à vous écouter. Et je pense que les auditeurs vont vibrer. Et puis du coup aussi, ça nous fait voir un petit peu les coulisses de ces exploits, puisque avec tous ces Français qui sont en ce moment, on peut dire au top niveau, hein, on en a beaucoup, femmes et hommes. Donc c'est bien aussi d'avoir cette vision, de savoir que c'est un travail énorme derrière, d'arriver à ce... C'est pas un travail, c'est un engagement. Oui. C'est pas un travail. Un travail, c'est Ouais. dans la notion de travail, il y a la notion de contrainte. Ouais. Là, c'est un plaisir immense. Ouais. C'est un engagement énorme. Ouais. On peut pas retrouver dans un autre travail. Je pense pas. Ouais. C'est nuit et jour. Ouais. C'est constamment. Ouais. C'est constamment. Et puis, on peut pas s'engager plus. Enfin, je connais pas le métier, mais on peut plus s'engager autant avec. Parce que il y a l'autre qui il espère, il pense, il croit en vous. C'est ses plus beaux moments de sa vie. Ouais. Je veux dire, être sportif de haut niveau, il a tout mis en place pour pouvoir se réaliser au travers de son sport. Toute son organisation de vie tourne autour de ça. Donc c'est terrible. Si c'est un échec, c'est épouvantable. Si c'est une réussite, c'est merveilleux. Voilà. Finalement, c'est très curieux parce que il y a une telle préparation où on laisse rien au hasard, mais finalement il y a toujours la énième, le petit dernier critère qui finalement échappe, si je puis dire, à toute cette préparation. C'est Inch'Allah, comme vous l'avez dit, on ne sait pas, hein, et puis ça marche ou ça marche pas. Et moi je dirais c'est ce qui fait l'intérêt de la compétition. Ah. Si on travaillait pour réussir, si on réussissait à chaque instant, ce serait pas intéressant. Ouais. L'intérêt c'est de travailler, et puis il y a une réussite hypothétique. Mhm. Et je dirais même qu'au niveau de l'entraînement pur, Mhm. dans l'entraînement, ce qui est intéressant, d'ailleurs c'est très formateur pour les jeunes, c'est travailler pour réussir, ça c'est facile, mais travailler et recommencer à travailler alors qu'on a eu un échec, Mhm. se dire voilà, je me suis planté, mais il faut travailler de nouveau, il faut se faire mal de nouveau, parce qu'on ne sait pas quelle va être la réussite. Ouais. Et ça c'est extrêmement formateur pour un jeune. Mhm. Mhm. Et ça, ce qui est intéressant dans toute cette approche d'entraînement, de compétition, c'est pour la performance en elle-même, c'est toujours intéressant, bien sûr. Mhm. Ce qui est intéressant, c'est que c'est hyper formateur pour un jeune. Mhm. C'est-à-dire que d'abord, on apprend, et c'est ça maintenant mon travail actuel, hein, c'est de dire, eh bien, aux jeunes entraîneurs, aux jeunes nageurs, voilà, aux parents de nageurs, parce que quelquefois ils trouvent que les parents trouvent que c'est très 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 prenant de s'entraîner 3, 4, 5, 6 fois par semaine. Mais je leur dis oui, mais attendez, là, pour votre enfant, malheureusement dans le monde dans lequel on vit, mais même ne serait-ce
faisons abstraction de ça. Mhm. Pour votre enfant, c'est très formateur. Pourquoi? Parce qu'il s'inscrit dans un club. Il prend un engagement par rapport à un entraîneur. Il prend un engagement par rapport à un groupe de nageurs. Il apprend à travailler, il apprend à se faire mal. Mhm. Il va y avoir des résultats, bons ou pas bons. Il va falloir qu'il fasse avec. Et puis, s'ils sont bons, il va falloir apprendre qu'ils soient modestes. Ah, il va lui falloir apprendre à être modeste. Mhm. S'ils sont mauvais, ben, il va falloir qu'ils travaillent encore et peut-être plus pour pouvoir éventuellement, hypothétiquement, avoir un résultat positif. Et tout ça fait que ben, ça forge un mental que malheureusement aujourd'hui, on ne trouve pas suffisamment Ah, chez la plupart des jeunes car la vie est trop facile. oui, c'est ça. Oui, oui. Bon, alors Philippe, ben, on va le découvrir dans le dernier volet de cette émission. Vous avez décroché de cette Formule 1 parce que c'était une exaltation énorme et un tel engagement que finalement ça n'a pas pu tenir. On peut pas vivre toute sa vie avec un engagement pareil. Ouais. Alors on peut techniquement prétendre à entraîner un groupe de nageurs de bon niveau, mais de haut niveau non, parce que c'est un tel engagement mental que psychologique. Si on ne le fait pas vraiment comme ça, on ne le fait pas bien. Il vaut mieux pas le faire. Car il y a on vous fait tellement confiance, on vous porte tellement. Presque, oui. Pas au nu, c'est pas ça. Il y a tellement comment je vais dire, d'engagement de la personne qui pratique et de confiance que cette personne l'a mis en vous, qu'on ne peut pas, si on n'a pas cet engagement absolu, on ne peut pas poursuivre dans cette voie-là. Bien, alors vous écoutez Ma joie de vivre numéro 6 en compagnie de Philippe Jesland qui évoque avec nous sa passion de l'entraînement et on a vécu vraiment un moment très vibrant juste avant cet intermède avec la compétition très haut niveau. Alors, il y a eu ce changement dans votre vie et aujourd'hui donc c'est les Masters. Vous vous occupez aussi des adultes, des gens qui tout simplement veulent retrouver du bien-être dans leur corps, on peut dire ça comme ça? On peut le dire comme ça. Alors bon, on a vu très succinctement l'entraînement de haut niveau, c'est bien plus compliqué que ça, c'est bien plus long, il y a tellement de paramètres, c'est vraiment... on a à peine survolé, à peine survolé un petit peu la chose. Alors, pourquoi j'ai changé d'orientation? Tout simplement parce que ça prenait une orientation, beaucoup d'orientation, parce que ça prenait une tournure un petit peu trop professionnelle qui ne me convenait pas. Il y a eu plusieurs choses. J'ai été obligé de par mon métier de prendre, on va dire, un virage. Parce que justement, j'étais tellement impliqué que mentalement, je ne pouvais plus suivre. Donc, je me suis rejeté sur une autre forme de travail, la gestion d'équipements sportifs, qui est complètement inintéressant par rapport à ce que je faisais avant. Et puis j'ai été amené à entraîner donc ce qu'on appelle les masters, à m'occuper de gens qui font de la compétition, mais bon, à un autre niveau de performance bien évidemment, mais c'est tout aussi intéressant. D'ailleurs, en matière de pratique sportive, en matière d'enseignement, en matière de transmission de connaissances, tout est intéressant, tout est performance. Apprendre à nager à quelqu'un, c'est une performance. Cette personne s'en remet à vous, c'est encore pareil, s'en remet à vous, a beaucoup d'incertitudes par rapport à elle-même, ne connaît pas l'élément, il va falloir lui faire découvrir l'élément, lui faire prendre conscience d'un certain nombre de choses, lui donner du plaisir par rapport à ce qu'elle rencontre, et lui apprendre à se dépasser, et puis lui apprendre à avoir confiance en elle. Ça, c'est pour ceux qui apprennent à nager. Pour les masters, on reproduit, j'ai complètement reproduit ce que j'ai fait dans le haut niveau sur des personnes qui font des performances tout à fait honorables. Les masters, c'est des compétitions pour adultes, avec des groupes d'âge différents. Ça commence de 25 à 29 ans, donc 25-29, 30-34, 35-39, jusqu'à 90 ans comme ça. Ça, c'est un volet, les masters. Et je m'occupe aussi, je fais du coaching pour des gens qui veulent découvrir la natation, qui ont peut-être vu des champions à la télé, qui se sont dit tiens, et pourquoi pas moi? Pourquoi moi je n'essaierais pas d'essayer de
de nager à un bon niveau moyen, ou de me dépasser, ou de me faire du bien. Il y a beaucoup de motivation, bien sûr, de motivation par rapport à leur venue. Ouais. Hein, donc j'entraîne dans un club où le midi, on fait ce que j'appelle du coaching, c'est-à-dire que je prends en charge des personnes. C'est un cours collectif et j'individualise par rapport à la demande, j'individualise, allez, on va dire l'entraînement, la séance, les propositions de séance. Ouais. Hein, j'adapte au mieux à la demande une séance qui fera en sorte qu'à un moment donné, cette personne-là nagera bien le crawl, se sentira mieux, sera plus à l'aise. Voilà. Ça, c'est un travail de coaching. Le travail des masters, c'est pas un travail, attention. Hein. Oui. C'est pas un travail. On est toujours dans ma joie de vivre. Hein. Ah, on est dans la joie de vivre. Et là, je dirais que maintenant, aujourd'hui, j'ai presque encore plus de plaisir à entraîner des personnes, des masters, donc des adultes on va dire ça s'échelonne de 30 ans à 70 ans, hein, qui viennent chercher quelque chose, qui viennent se faire du bien, qui viennent se changer les idées, qui viennent se démontrer qu'ils sont encore capables d'eux. Hein, et donc, j'ai une approche, qui n'est pas identique, mais qui est un petit peu éloignée, mais j'ai une approche qui se rapproche de ce que je faisais avant. Hein. C'est-à-dire que je me sers de toutes mes connaissances de haut niveau pour pouvoir les mettre au service des gens qui viennent pour nager et faire une petite compétition. Cette compétition, toujours pareil, c'est incitateur à une pratique régulière. La pratique régulière fait que les gens se sentent bien et c'est bon pour leur santé. En fait, c'est ça le truc. Hein, au niveau des masters, c'est pas le 10e gagné, parce que ce qui a été un avantage, quand vous avez des jeunes nageurs, on dit jeunes nageurs, on va dire les très jeunes nageurs, c'est 8 ans, 14 ans. Pas les jeunes nageurs, ça veut dire de 14 ans à 18, 20 ans. Ils progressent au niveau musculaire, au niveau, on va de mieux en mieux. Les masters, on va de mal en pis. parce que, oui, forcément, on prend de l'âge. Hein, on peut pas avoir été, et donc, forcément, plus ça va, moins ça va. Donc il y a un travail. Alors là, c'est un autre travail d'explication. Parce que les gens ont tendance à oublier que les ans pour un an, c'est d'une évidence absolue, sauf que les gens ne l'acceptent pas. Donc il faut rappeler que, voilà, petit à petit, on va aller de moins en moins bien, et qu'il faut faire avec, et que c'est comme ça, mais que le fait de faire du sport nous maintient dans une bonne forme, on maintient sa santé dans la meilleure disposition, et que tout va bien quand même. C'est pas grave. Et puis, alors là, par contre, là, il y a une ambiance merveilleuse, il y a un recul merveilleux par rapport à la performance, il y a une altitude qui est prise. Hein, donc, là maintenant, on a tout bénéfice, c'est tout bénéfice. L'entraînement de master, c'est tout bénéfice, c'est... voilà, il y a une communication, il y a une communion, il y a une osmose avec la personne, encore pareil, qui vous fait confiance, et puis qui y croit, puis qui espère, et puis qui a des émotions, et puis le jour de la compétition, il a plus 50 ans, hein, et d'un seul coup il a 20 ans. Il revient à 20 ans, et on retrouve les sensations, on retrouve les émotions, on retrouve toutes ces choses qui font que, voilà, c'est intéressant, ça fait plaisir. Oui, tout à fait. Et puis c'est pareil, quand ça marche, et puis... Et c'est génial. Et alors quand ça marche, et puis quand ça marche pas, on dit voilà, oui. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est moins grave. Voilà, c'est moins grave. Non, c'est pas, voilà, tout est contenu, tout est... On s'amuse avant tout. On s'amuse avant tout, c'est le message que je fais passer. On est là pour s'amuser, on est là pour se faire plaisir, on est là pour en retirer un bien-être. On n'est pas là pour se prendre la tête, et puis la terre s'écroule si on ne fait pas de performance. Voilà, c'est catastrophique, ça. C'est un grand temps. Voilà. Ça, c'est clair. Il y a eu dans toute cette expérience, justement, avec les masters, les adultes, des gens dont vous avez transformé la vie, si je puis dire, ou qui se sont métamorphosés par la pratique de la natation, et grâce à vous. Ça, j'ai pas de noms qui viennent, mais toute personne qui a été amenée à pratiquer d'une façon régulière, qui a été confrontée à la performance, qui a été confrontée à la performance par rapport aux autres, qui s'est dépassée, qui a cru, est forcément transformée. C'est plus la même personne. C'est une personne qui a un vécu dans une situation difficile, parce que c'est difficile, la compète c'est difficile, et puis qui a été obligé de surmonter, ou qui n'a pas surmonté, mais qui a eu cette expérience, et ça, je pense que ça apporte beaucoup. Sur le plan physique, ça c'est évident. Sur le plan santé, c'est évident, mais sur le plan mental aussi. J'ai beaucoup de gens qui viennent le midi, qui
travaillent dans les banques, qui ont des métiers difficiles, surtout actuellement, qui sont à la recherche de changer les idées, de se faire du bien. Voilà. Et ça coupe leur journée. On fait des séances où on agrémente de plaisanteries, où on se fait des petits trips de performance, parce que je leur ai expliqué, j'ai pas pu m'empêcher de mettre de faire une connotation un peu sportive dans les séances que je propose. Oui. Et donc on se fait des petits défis, et ces gens-là qui sont stressés quand ils arrivent, ils le sont moins quand ils repartent, et puis c'est une satisfaction pour eux parce que ça leur a fait du bien, et pour moi parce que je leur ai fait du bien. Et c'est merveilleux. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est de faire du bien à l'autre. C'est pour être là, la performance, parce que la seconde gagnée, perdue, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que la personne soit joyeuse quand elle repart, qu'elle ait retiré quelque chose, qu'elle ait découvert quelque chose, qu'elle soit contente d'être venue dans un lieu avec une personne. On apporte beaucoup aux gens. Et c'est ça qui fait plaisir, qui apporte beaucoup. On se fait plaisir à travailler. En fait. C'est pas un travail, c'est une vocation. C'est une vocation. On se fait plaisir à se faire plaisir. Alors, oh là là, c'est extraordinaire. Enfin, quand même, je note que vous amenez quand même une dimension sportive. On vient pas dans les cours de Philippe Gesland, on vient pas pour la jeter. Non, parce que je suis déformé. Je suis quelqu'un de déformé. En fait, les gens recherchent quand même ça. Oui. Ils osent pas quand ils viennent parler. On va dire. C'est de l'activité physique. Que le sport, c'est une connotation quand même un petit peu pointue et dure. Oui, bon, d'accord, c'est de l'activité physique. Et puis on oriente ça un petit peu sur le sport. C'est-à-dire que, tu vois, tu as une pratique 2. Si tu veux te motiver un petit peu plus, puis pourquoi pas pourquoi on n'essaierait pas de faire un petit peu... Allez, de se dépasser un peu. C'est intéressant de se dépasser, de se dire, tiens, j'étais pas capable de 2, mais aujourd'hui je suis capable de 2. Et ça, c'est merveilleux, ça. On est spectateur de sa propre réussite. On est spectateur de son résultat. On se dit bon sang. J'ai vraiment tous les horizons, des gens qui sont hyper brillants, qui sont spectateurs de leur réussite, de leur progrès. Et puis c'est comme des enfants en fait. Ils sont émerveillés, ils sont là, ils se disent bon sang, c'est moi qui fais ça. Oui, c'est toi qui fais ça parce que tu as été capable d'aller un petit peu plus loin, on a poussé les choses, et puis tu as écouté, et puis regarde, le chrono est seul juge. Il n'y a pas d'histoire à se raconter. Et voilà, c'est fantastique ça. Comme relationnel, c'est fantastique. On se fait beaucoup d'amis. Voilà. Et c'est déjà agréable. Mais c'est déjà merveilleux. On apporte beaucoup aux gens et ça fait du bien. Ça fait du bien d'apporter beaucoup aux gens. Oh, extraordinaire. Ça, c'est une vraie passion de vie. On pourrait conclure là-dessus d'ailleurs. Est-ce que c'est pas ça, nager dans le bonheur? Tout à fait. C'est nager dans le bonheur, dans l'élément liquide qui apporte le plus grand plaisir et aux autres et à soi-même. Et vous êtes un homme heureux grâce à ça. Vous avez vécu vraiment une vie de... Parce que quand on vous écoute, c'est quand même merveilleux. Il y a aussi je souhaite à tout le monde de vivre ce que j'ai vécu, alors dans un domaine ou dans un autre, parce que vraiment, c'était de la passion. On ne voit pas le temps passer, malheureusement. Il passe tellement vite, parce que c'est tellement merveilleux. Tout est... ça peut être désespoir aussi, parce qu'on n'a pas ce qu'on attendait, mais c'est espoir pour l'après. Donc c'est toujours le monde merveilleux d'une vocation, d'une vie, d'un passé, d'un vécu, et ça c'est fantastique. Philippe, jamais vous décrocherez, c'est pas possible. Non, je mourrais avec un chrono à la main, sur le bord de bassin, je trébucherais, et voilà. La vie future, dans la grande spirale d'Andromède, je serai encore entraîné. En tout cas, un immense merci. C'était une émission très intéressante. D'abord parce qu'on a découvert tout un milieu, tout un monde. On a découvert quelqu'un de passionné, qui aime son métier, qui aime les gens. Il y a vraiment une proximité avec vos nageurs qui est quand même extraordinaire, que vous aimez et qui font qu'ils vous aiment et qu'il y a vraiment des amitiés. C'est pas je suis l'entraîneur, d'accord. Non, on se retrouve toujours. On est de la famille, quoi. C'est une famille. Aujourd'hui, c'est vraiment une famille au sens fort du terme. C'est-à-dire que quand on se voit, on a vécu, on a des émotions qu'on a vécues ensemble, c'est merveilleux, quoi. Oui, tu te rappelles. Il n'y a rien de mieux. C'est comme ça. Voilà. Et je souhaite à tout le monde de vivre ça. Malheureusement, c'est difficile. Malheureusement. Mais c'est vrai que ça demande aussi un engagement. Ça ne vient pas comme ça. C'est un engagement de vie. Voilà.
Merci beaucoup Philippe Gesland, qui aujourd'hui était l'invité de notre émission Ma joie de vivre numéro 6, que nous consacrions donc à l'entraînement de la natation, mais bien plus que ça, vous l'avez compris, à la passion de l'entraînement, à la passion de la natation. Je vous retrouve donc dans 15 jours, je vous remercie. Cette émission a été réalisée par Néo, assisté de Jacques à la technique. À très bientôt, belle vie et joie de vivre toujours. Une belle vie, chaque jour je fête pour mettre des couleurs dans mes jours. Belle vie et joie de vivre, une belle vie. Chaque jour je fête pour mettre des couleurs dans mes jours.